J'ai rejoint Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que j'ai été choqué par la crise Covid et la manière dont elle a été gérée par le gouvernement au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on ne pouvait pas allumer un poste de télévision, un poste de radio, enfin Internet, sans avoir des discours apocalyptiques. Notre président nous faisait croire que nous étions en guerre. Et pour moi, ça a été le déclic. Bonsoir Arnaud Le Guiffant. Bonsoir David. Merci beaucoup d'être là pour donc la troisième interview de la nouvelle formule de la chaîne du mouvement Reconquête, c'est-à-dire le programme du candidat Éric Zemmour. Vous êtes vous-même le coordonnateur national du comité de soutien des entrepreneurs avec Zemmour. C'est ça. Vous m'avez dit que vous étiez environ 200 et vous allez donc nous expliquer à la fois votre parcours et pourquoi vous soutenez Éric Zemmour et comment ça s'articule ce comité. Très bien, je vous remercie tout d'abord de m'accueillir. C'est un grand plaisir de m'exprimer au nom du comité ce soir sur votre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je dirige une entreprise industrielle spécialisée dans les systèmes de lubrification très techniques pour l'aérospatiale, la défense et le nucléaire. J'ai rejoint Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que j'ai été choqué par la crise Covid et la manière dont elle a été gérée par le gouvernement au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on ne pouvait pas allumer un poste de télévision, un poste de radio, enfin Internet, sans avoir des discours apocalyptiques. Notre président nous faisait croire que nous étions en guerre. Et pour moi, ça a été le déclic. Alors moi, je suis un abstentionniste historique. Je ne votais pas par incivisme, mais parce qu'il n'y avait pas d'offre politique qui correspondait réellement à ce que je ressentais. Et à la faveur de cette crise Covid, j'ai regardé un peu Éric Zemmour à la télévision comme beaucoup de Français. Et c'est là que j'ai découvert sa position que j'ai trouvée assez rationnelle sur le Covid dès le début. C'est-à-dire qu'il était ni chez les complotistes, ni chez les partisans de l'apocalypse, mais lui prenait une approche plutôt pragmatique, de respect de gestes barrières, mais pas forcément d'arrêt de toute activité. Oui, si je me souviens bien, il était contre le confinement et qu'il voulait réserver aux personnes fragiles, finalement, ce qui eût été la logique même. Voilà, moi c'est ce que j'appelle l'approche rationnelle. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, moi, que je me suis rapproché d'Éric Zemmour. Et puis surtout, moi j'ai considéré que on pouvait pas continuer à laisser le pays à une équipe qui gère les choses comme ça de manière dramatique, théâtrale et finalement chaotique. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rapproché de Sarah Knafo pour savoir ce que je pouvais apporter comme pierre à l'édifice d'une future campagne, si jamais future campagne il devait y avoir, puisque c'était au tout début de l'été 2021. Et quand vous regardiez les pays européens autour de nous, nos voisins qui ont sensiblement la même économie, vous vous disiez il y a une vraie différence entre l'approche française, je parle du début du Covid, et les autres, et la nôtre est très mauvaise, ou vous disiez finalement ils sont tous dans l'erreur? Très sincèrement, je dirais pas que, c'est pas noir et blanc, vous voyez. Tout le monde a marché à tâtons au début, je le comprends tout à fait bien. Néanmoins, on peut pas déclarer la guerre à un virus. Je crois qu'on a été les seuls dans le monde, pour le coup, à utiliser cette expression. C'est bien signe. C'est vrai qu'on s'est moqué de nous à l'étranger avec cette expression. Oui, moi je l'ai trouvée consternante. J'ai le plaisir d'animer avec d'autres ce qu'on appelle le comité de soutien des entrepreneurs avec Zemmour au niveau national. C'est un comité qui rassemble plusieurs centaines d'entrepreneurs sur l'ensemble du territoire français et qui a vocation à soutenir d'abord
dans les premiers temps la candidature d'Éric Zemmour et aujourd'hui essayer de rassembler un maximum d'acteurs économiques derrière sa candidature. Essentiellement des patrons de TPE, PME ou quelques patrons de grands groupes? Exactement, c'est essentiellement des patrons de PME, les patrons de grands groupes étant aussi présents dans la campagne, mais plus directement auprès de l'équipe rapprochée d'Éric Zemmour. D'accord, donc vous êtes un comité de soutien qu'on pourrait qualifier d'extérieur, ou est-ce que vous vous intégrez d'une certaine manière à l'organigramme du parti? Alors nous sommes intégrés dans un pôle qui s'appelle la société civile, qui rassemble tous les comités de soutien à la candidature d'Éric Zemmour. Donc il y a les entrepreneurs avec Éric Zemmour, il y a les femmes avec Éric Zemmour, les médecins avec Éric Zemmour, les juristes avec Zemmour, les professeurs avec Zemmour, etc., etc., en fonction soit de secteurs d'activité, de profession, ou de centres d'intérêt quand il s'agit de la chasse par exemple, ou d'une religion particulière. Je sais qu'il y a les chrétiens et les chrétiens d'Orient aussi avec Zemmour qui font toujours partie de ce pôle dit société civile qui a vocation à rassembler tout type d'acteurs, que ce soit par profession ou par centre d'intérêt, derrière la candidature d'Éric Zemmour. Oui, d'ailleurs, le nouveau but de la chaîne Reconquête, vous l'avez compris, c'est précisément de passer en revue ces différents pôles, enfin ces différents comités, je veux dire, d'une certaine façon, hein, au sein de la société civile pour bien montrer aux Français que nous sommes très organisés, que le programme n'est pas une plaisanterie et que tout a été parfaitement pensé avec des spécialistes des questions. Donc vous, votre domaine de compétence, c'est l'économie. Tout à fait. Donc moi j'avais approché Madame Knafo début juillet pour savoir ce qu'il en était de la candidature, savoir si on pouvait travailler en sa faveur. Évidemment, il n'y avait pas de candidat, la décision n'était pas prise à l'époque, donc on travaillait vraiment un peu dans le vide, sans vraiment savoir ce qu'allait en être, mais on mettait toutes nos forces réunies pour encourager Éric Zemmour à se présenter à la présidentielle 2022. Vous pensez qu'il a pris sa décision beaucoup plus récemment que juillet? Non, je pense qu'il avait prise peut-être avant, mais toujours est-il que, comme en tous les cas, si la décision était prise, au moins elle n'était pas officielle, eh bien on voulait être certain, nous, comité des entrepreneurs, que eh bien, il allait y avoir un candidat qui allait soutenir des idées qui étaient proches des nôtres. Alors, quelles sont vos idées précisément en matière économique, en matière industrielle, puisque Éric Zemmour parle beaucoup de réindustrialisation de la France, hein, c'est un des piliers de son programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle là-dedans et vos idées à vous? Oui, c'est essentiel. Éric Zemmour, il parle d'une part du grand remplacement, mais aussi du déclassement de la France. Et c'est plutôt cette deuxième partie-là qui nous intéresse, nous les entrepreneurs, dans la mesure où on est en première ligne pour constater ce déclassement à tous les niveaux. Perte de compétitivité, perte de savoir-faire, matraquage fiscal, matraquage administratif. Et pendant ce temps-là, on voit la concurrence se développer pendant que nous, malheureusement, on voit des pans entiers de notre industrie mourir à petit feu. Vous n'appelez pas ça le grand déclassement? Je crois que c'est le grand déclassement, la bonne expression, vous avez raison. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, je rebondis sur ce que vous venez de dire, hein, entre ce grand déclassement que vous dénoncez à juste titre et que dénonce notre candidat, et puis, d'une certaine façon, le grand remplacement qui est à l'origine, finalement, une manière de contenter les industriels, finalement, pour tirer les salaires vers le bas. Enfin, on connaît la mécanique. Est-ce qu'il n'y a pas une petite Je ne suis pas certain que cela concerne le vaste tissu de TPE, PME, TPI, PMI françaises. Bien entendu, quand il y a pénurie de main-d'œuvre, on se tourne vers la main-d'œuvre disponible, y compris la main-d'œuvre d'origine immigrée. Mais c'est pas une fin en soi. La préoccupation des entreprises françaises, en tout cas des petites et moyennes entreprises, c'est la compétitivité, c'est la baisse des charges, c'est la baisse de la fiscalité, et c'est aussi d'un point de vue
plus orienté vers nos salariés, l'augmentation de leur pouvoir d'achat. On a du mal à recruter aussi parce qu'on est dans une société d'assistanat qui favorise grandement l'assistanat au détriment des petits salaires. Et on a un mal fou à recruter à ces niveaux de petits salaires dans la mesure où on n'est pas compétitif par rapport au flot, j'allais dire, quasi inépuisable des aides sociales qui peuvent être mises à leur disposition. Alors, si on revient sur le pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français, toutes les études le montrent, même un peu avant l'insécurité, bon, ça dépend comment on pose les questions aussi, mais disons que ça vient en tête. Que propose Éric Zemmour de différent des 5 ou 10 gouvernements, 5 présidents de la Ve République qui se sont... Alors, Éric Zemmour propose plusieurs choses très intéressantes à ce sujet. D'abord, il a présenté son programme autour de 5 grandes priorités, les 5 I. Donc il y a identité, instruction, impôt, industrie et indépendance, je crois, si je ne me trompe pas. Pratiquement tous ces points adressent à un moment donné, directement ou indirectement, les questions économiques et donc les questions de pouvoir d'achat. Parce que quand vous tarissez la source de main-d'œuvre bon marché venue d'autres pays. C'est une mesure en faveur du pouvoir d'achat. Quand vous travaillez à la baisse des cotisations salariales, vous augmentez inévitablement le salaire net de ces petits salaires. Quand vous travaillez à la baisse des impôts de production, vous améliorez la compétitivité des entreprises qui ont donc un peu plus d'argent à redistribuer, notamment dans les salaires, etc., etc. Donc c'est une sorte de cercle vertueux que propose Éric Zemmour en travaillant justement sur la fin du paradigme lié à l'assistanat total et permanent. L'assistanat, c'est bien, mais c'est pour pallier à des coups durs, et un coup dur, sa vocation à être soit marginal, soit temporaire, et non pas permanent et général. Donc la baisse des cotisations salariales, voire des cotisations patronales d'ailleurs, cotisations tout court, dont oui. La France est quand même la championne des pays de l'OCDE, semblerait-il. Tout à fait. Est financée comment? Par la baisse de l'assistanat. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, tout à fait, par la baisse des aides sociales allouées aux étrangers. Et je parle des aides hors celles qui sont liées aux contributions directes de ces étrangers lorsqu'ils travaillent. Et donc, les aides non contributives, voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent, je crois. Exactement, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire allocation familiale, rappelez-nous. Allocation familiale, allocation logement. Il y en a tellement que je ne pourrais pas vous les citer, mais bien sûr. Certainement. Ouais. Et donc elles sont fléchées directement vers ces petits salaires de manière à baisser leurs cotisations et aussi de manière à baisser la fiscalité sur les heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires sont exonérées d'impôts et de charges pour jusqu'à quel seuil? Je ne connais pas le seuil qui sera arrêté définitivement, mais il faudra qu'on refasse une nouvelle interview quand ça sera décidé. C'est-à-dire qu'en fait, le programme économique d'Éric Zemmour n'est pas totalement ficelé encore, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Je serais pas. Il y a quelques incertitudes encore. Je dirais pas ça, mais je dirais qu'un programme, c'est un corps mouvant. Donc même si y a une structure, une colonne vertébrale qui donne la direction, bien entendu, en fonction des ressentis, en fonction des impératifs du moment, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins vraies en fonction de l'époque où on les dit. Alors vous allez me dire maintenant l'échéance elle est proche, donc on va pouvoir en parler, mais selon moi, oui, c'est quelque chose qui sera arrêté assez prochainement. Ouais.
Et la fiscalité, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, être un peu plus précis sur les mesures fiscales que compte prendre le président Zemmour? Alors que je sache, je crois qu'il a annoncé d'ores et déjà une baisse de 30 milliards d'euros sur les impôts de production. Il a proposé, je le disais tout à l'heure, la défiscalisation des heures supplémentaires. Il a proposé aussi la défiscalisation de la prime de participation, tout en souhaitant l'imposer aux entreprises de plus de 11 salariés. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Donc Bon, il y a tellement de mesures, il y a tellement de mesures, si vous voulez, que... C'est déjà très important. Qu'est-ce que vous tireriez, vous, comme bilan, on pourrait dire, des deux gouvernements Macron, donc depuis 5 ans en matière économique? Ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Le bilan négatif, on peut imaginer, lié non seulement à la crise du Covid, mais à ce qui a précédé, c'est-à-dire les gilets jaunes, la réforme de la retraite qui n'est pas passée, et de manière plus générale, peut-être une difficulté du gouvernement à faire les bons choix. Ben, tout à fait. Pour nous, ça a été très compliqué de manœuvrer pendant ce quinquennat de Macron. D'abord parce que il a créé quasiment de toutes pièces cette histoire de gilets jaunes avec une augmentation de la taxe sur l'essence à un moment qui n'était pas sans doute le plus opportun, en s'entêtant ensuite sur cette même taxe. Ça a bloqué, rappelez-vous, tous les centres-villes de France et de Navarre pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que la crise Covid ne vienne sauver finalement, entre guillemets, Macron de cette histoire. Alors certes, il y a eu le grand débat national, je crois qu'il avait appelé ça comme ça. Bon, je suis pas sûr qu'il soit sorti grand-chose de ce grand débat national. Je constate simplement que le Covid, avec le confinement, a fait rentrer tous les Français, en tout cas ceux qui étaient sur les ronds-points, chez eux. Qu'est-ce que les entrepreneurs français, ou en tout cas ceux qui appartiennent à votre comité de soutien... Pour une entreprise, c'est compliqué d'avoir... Qu'est-ce qu'ils pensent de la gestion de la crise Covid par le président Macron, globalement? Je pense que c'est une crise qui est très difficile à gérer. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, payer les gens pour qu'ils restent chez eux, c'est le contraire de la logique d'un entrepreneur, si je peux résumer ainsi les choses. Donc le libéral que vous êtes, puisque je suppose que vous êtes globalement des libéraux dans ce comité. On peut dire ça. Les libéraux que vous êtes considèrent qu'on a favorisé finalement cet assistanat que nous dénonçons par ailleurs. C'est carrément la quintessence de l'assistanat depuis 2 ans. En fait, dès qu'on prend une décision, on l'a sortie d'X dizaines de millions, centaines de millions, parfois milliards, pour qu'elle soit socialement acceptée. Tout le monde s'est habitué à rester chez soi. On a eu toutes les peines du monde à faire revenir les gens au travail. Sachant qu'en ce moment, même le télétravail reste fortement encouragé, si ce n'est obligatoire, à l'instant où on parle, pour certaines professions. Bon, moi je suis dans l'industrie, donc je suis moins touché par ça, parce que il y a peu de télétravail possible dans notre métier, mais je crois que c'est une obligation en ce moment pour les postes qui le permettent d'être en télétravail. Tout ça ne contribue pas à l'atmosphère dynamique de confiance qu'on espère tous pour créer la croissance. Vous avez un peu l'impression que le président Macron a été le pompier pyromane dans cette affaire? Alors, je veux pas à parler... vous entendre, en tout cas, ouais, c'est l'impression qu'on a. Je ne veux pas parler ni pour Éric Zemmour, ni pour le comité, mais à titre individuel, oui, c'est exactement ce que je pense. Ouais. Alors, quelles seront les 3 premières mesures d'une présidence Zemmour, quel que soit le Premier ministre, non, à votre avis? Non, ça honnêtement, mais je peux pas... dans vos souhaits. Ah. Je crois qu'il faut faire un choc de l'activité. Il faut vraiment remettre la valeur travail
au centre de la société, et ça commence dès l'école. Donc ça tombe bien, parce que si vous vous souvenez tout à l'heure, les 5 I, les 5 priorités que j'ai citées, le deuxième, c'est l'instruction. Vous voyez, donc je crois fermement à la réinstauration de la valeur travail dès le plus jeune âge à l'école. D'autre part, donc ça c'est plus philosophiquement. D'autre part, il faut mettre fin un peu à toutes les aides qui ne sont pas forcément indispensables, nécessaires, et les flécher au soutien de l'activité, et notamment au soutien des bas salaires, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat est l'une des principales préoccupations des Français, et je crois pouvoir dire sans mentir que c'est aussi l'une des principales préoccupations d'Éric Zemmour, même si ce n'est pas la seule, évidemment. Quoi d'autre comme type de mesure qui vous semblerait urgente de prendre pour nous, en matière économique? Pour nous, les entrepreneurs, vraiment, c'est la valeur travail. C'est inciter l'activité. C'est plutôt que des aides de la liberté. Favoriser l'entrepreneuriat, réduire les démarches administratives, tous les freins administratifs, et puis permettre tout simplement aux entreprises françaises et aux entrepreneurs français et à leurs salariés de travailler. Et si on boucle la boucle avec l'immigration, qui est un autre I des priorités. C'est le premier des I. Hein. C'est le premier des I du futur président de la République, Éric Zemmour. Enfin, c'est identité, c'est pas immigration le premier I. Oui. Mais l'immigration est liée à ce premier. C'est lié, ouais. Tout de même. Est-ce que vous pensez qu'on peut pourvoir les postes non pourvus, donc par définition, autrement que par l'immigration? Parce que c'est ce qu'on entend depuis 50 ans ou 40 ans. Mais j'en suis absolument convaincu. Une fois qu'on aura remis la valeur travail au cœur de la société française, une fois qu'on aura réorganisé l'école et les filières d'apprentissage pour que les savoir-faire dont les entreprises ont besoin soient disponibles au moment opportun, je suis absolument convaincu que nous trouverons toutes les bonnes volontés pour travailler dans les entreprises françaises. Bon, nous avons su les profs avec Zemmour il y a 15 jours, les flics avec Zemmour la semaine dernière, aujourd'hui ce sont les entrepreneurs avec Zemmour. Merci beaucoup Arnaud Le Guiffant de nous avoir accordé cet entretien. Bonne campagne à vous et au comité de soutien des entrepreneurs français à Éric Zemmour. À très bientôt. Je vous remercie, au revoir. Au revoir.